Tout commence en 1971, la veille de Thanksgiving. À Portland, en Oregon, un homme se présente à bord du Boeing 727, vol 305, sous un nom plutôt répandu aux États-Unis, Dan Cooper. C'est aussi le héros d'une bande dessinée fort prisée à l'époque. Le passager grand, mince, plutôt élégant, est vêtu d'un imperméable noir, d'un costume sombre, d'une chemise blanche avec une cravate noire, et, remarque l'hôtesse, une épingle en nacre. De grandes lunettes de soleil cachent le haut de son visage. Des indications plutôt précises pour un portrait robot, mais qui ne donnera rien dans cette affaire pour le moins mystérieuse. L'auteur, Patrick Légy-Bell, c'est Thierry Moïse. Absolument. Thierry Moïse a d'abord été ingénieur, mais ce passionné d'histoire a troqué son premier métier pour écrire et réaliser des documentaires sur France 2. Pour France Inter, il nous a déjà proposé la découverte de la pénicilline et entre ici Émile Zola, l'aventure épique de l'écrivain pour son entrée au Panthéon. Dan Cooper, plongeons dans la nuit de Thierry Moïse, réalisation Michel Sidorov. Affaires sensibles, de Fabrice Drouel et Patrick Légy-Bell. Dan Cooper, plongeons dans la nuit, de Thierry Moïse. Une réalisation de Michel Sidorov. Aéroport international de Portland, au nord-ouest des États-Unis. Le 24 novembre 1971, un homme se présente vers 14h au comptoir de la compagnie Northwest Orient. Il achète un aller simple en classe économique pour Seattle et il paye en liquide les $18,42 du billet. L'avion doit décoller une demi-heure plus tard. À bord ne sont prévus que 37 passagers et les 6 membres d'équipage, à peine un tiers de la capacité de l'appareil. Bonjour monsieur. Bonjour. Puis-je voir votre carte d'embarquement? Voilà. Vous êtes à l'arrière de l'appareil, juste à côté de l'allée, sur votre droite. Merci. Il n'y a pas grand monde dans l'avion, on dirait. Pas trop aujourd'hui. Nous sommes au tiers plein. Ça vous laissera plus de place pendant le vol. Mais pour le décollage, il faut respecter la place indiquée sur votre carte, le siège 18C. D'accord. Commandant, c'est bon. Nous avons terminé l'embarquement des passagers. Parfait. On va pouvoir fermer les portes. Je contacte la tour. Rien de particulier? Non, rien. Tant mieux. Dernier vol de la journée. Washington, Minneapolis, Great Falls, Missoula, Portland et Seattle. Avec ce fichu temps et cette pluie, on n'aura pas volé notre repos. Mademoiselle, s'il vous plaît. Pourriez-vous m'apporter un bourbon soda avant le décollage? Bien sûr, je vais vous le chercher. Merci. Voilà. Merci. Je vous dois combien? $2. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Au nom du commandant de bord, Mr. Scott, et de tout son équipage, je vous souhaite la bienvenue à bord de ce Boeing 727 de Northwest Orient. Nous avons maintenant terminé l'embarquement et notre décollage à destination de Seattle-Tacoma est imminent. Je vous demande d'attacher vos ceintures de sécurité, de ne plus fumer et d'éteindre vos cigarettes. Veuillez aussi redresser le dossier de votre siège et rabattre la tablette située devant vous. Mesdames et messieurs, votre commandant de bord. Notre vol est estimé à une demi-heure. Nous allons bientôt rejoindre notre altitude de croisière. Le temps n'est pas fameux sur la route, du vent et de la pluie. Atterrissage prévu à 15h10. Je vous souhaite un bon vol. Mademoiselle? Oui, monsieur, que puis-je pour vous? Tenez. Merci. Mademoiselle, Oui, monsieur? vous devriez jeter un coup d'œil à la note que je vous ai donnée. J'ai une bombe. J'ai une bombe dans ma mallette. Je l'utiliserai si nécessaire. Je veux que vous vous asseyez à côté de moi. C'est un détournement. Que voulez-vous? Vous devriez noter ce que je vais vous dire.
Je veux 200 000 $ dans un sac à dos, en devises américaines négociables. Des billets avec des numéros qui ne se suivent pas. Je veux 4 parachutes, 2 dorsaux et 2 ventraux. Je veux un camion prêt à Seattle pour refaire le plein de l'avion. Nous ne nous poserons que lorsque toutes ces conditions auront été remplies. Je leur donne jusqu'à 17h. Je peux voir la bombe? Oui. Je vais devoir prévenir le commandant. Bien sûr, mademoiselle. Mais revenez ensuite à côté de moi. Mademoiselle. Oui? Attention, ce n'est pas une plaisanterie. Pas de bêtises, sinon je fais exploser la bombe. Ne vous inquiétez pas, je vais transmettre vos exigences au pilote. Commandant, nous avons un pirate à bord. Un pirate? Oui, un homme avec une bombe. Encore un de ces cinglés qui veut aller à Cuba? Non, celui-ci est très calme. Il veut de l'argent et des parachutes. 200 000 $ en devises américaines avec des numéros qui ne se suivent pas. Il veut aussi un camion pour refaire le plein de l'avion à Seattle et 4 parachutes, 2 dorsaux et 2 ventraux. Nous ne devons pas atterrir avant que ses exigences soient satisfaites. Il est menaçant? Il a dit qu'il ferait exploser sa bombe si on ne faisait pas ce qu'il demandait. Mais il est vraiment calme. Les autres passagers ne se sont rendus compte de rien. Il m'a juste passé un bout de papier. Au début, j'ai cru que c'était un de ces hommes d'affaires qui me donne le numéro de téléphone de leur chambre d'hôtel. Et je l'ai mis en poche sans le regarder. Le voilà. Tu as vu la bombe? Oui. Elle est dans un attaché-caisse. J'ai vu 8 cylindres avec des fils, comme des gros pétards. 20 cm de long et 3 cm de diamètre. Il y a aussi une espèce de pile, comme dans une lampe torche, grosse comme mon bras. Ok. Je préviens le contrôle. Retourne avec lui. Ça va aller? Oui. Pan. Northwest 305 à Seattle. Nous avons un pirate à bord. Il a une bombe. Northwest 305, bien compris. Un pirate à bord avec une bombe. Quelles sont ses intentions? Il demande 200 000 $ avec des numéros aléatoires. Il veut un camion prêt pour faire le plein de l'avion. Et 4 parachutes, 2 dorsaux et 2 ventraux. Il veut que nous restions en l'air tant que ses exigences ne sont pas satisfaites. 305, over. 200 000 $, 4 parachutes, du Kero, c'est noté 305. On va vous faire attendre au-dessus de Low Fall dans Puget Sound. Je préviens la police et je vous rappelle. Aussi incroyable que cela paraisse aujourd'hui, en 1971, il n'y a aucun contrôle avant l'embarquement des passagers dans les avions. Il est possible d'apporter avec soi des armes et des bombes. Il y a pourtant eu déjà des détournements retentissants. L'année précédente, des pirates arabes ont détourné simultanément 3 avions qui se dirigeaient vers Israël. Un Américain, un Suisse et un Britannique. Malgré tout, les autorités américaines sont encore réticentes à mettre en place des contrôles. Elles les jugent dommageables pour l'industrie aérienne, trop chères, et elles pensent qu'ils rendront les passagers nerveux. Quant à la rançon en 1971, 200 000 $, c'est une somme considérable, l'équivalent aujourd'hui de plusieurs millions d'euros. So your brother's bound and gagged, and they've chained him to a chair. Won't you please come to Chicago just to sing? In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring? We can change the world. We are raised. The world is dying to get better. Politicians, sit yourselves down, there's nothing for you here. Won't you please come to Chicago for a ride? Don't ask Jack to help you,
else he'll turn the other ear. Won't you please come to Chicago, or else join the other side? We can change, yes, we can change the world. Rearrange the world. It's dying. If you believe in justice, it's dying. If you believe in freedom, it's dying. Let him live his own life, it's dying. Rules and regulations, who needs them? Open up the door. Somehow people must be free. I hope the day comes soon. Won't you please come to Chicago, show your face. From the bottom of the ocean to the mountains of the moon. Won't you please come to Chicago? No one else can take your place. We can change, yes, we can change the world. Rearrange the world. It's dying. If you believe in justice, it's dying. If you believe in freedom, it's dying. Let him live his own life, yes. It's dying. Rules and regulations, who needs them? Open up the door. Northwest 305. 305, j'écoute. Le FBI vient de contacter Monsieur Nairop, le président de votre compagnie. Il va payer la rançon et le FBI a commencé à rassembler les billets. Un de ses agents va arriver dans quelques minutes à la tour. Monsieur Nairop vous demande de coopérer avec le pirate et dans la mesure du possible de lui obéir en tout. Bien reçu. 305, over. Mesdames et messieurs, votre commandant de bord. Suite à un léger problème technique, notre arrivée à Seattle va être retardée. Je ne peux pas encore vous indiquer la durée de ce retard, et je vous tiendrai informé dès que j'aurai de plus en plus d'informations. Monsieur, Oui, mademoiselle. vos demandes vont être satisfaites. La compagnie est en train de rassembler les 200 000 $. Parfait. Vous verrez, tout se passera bien s'il ne tente rien de stupide. Demandez des repas pour l'équipage lors de notre arrivée à Seattle. Des repas. D'accord, je vais transmettre au pilote. Auparavant, je vais vous demander de me rendre le papier que je vous ai passé tout à l'heure. Merci. Northwest 305. Northwest 305, j'écoute. Je vous passe l'agent du FBI. Bonjour commandant, quelle est la situation à bord de l'avion? Ça pourrait être pire. Les passagers ne se sont aperçus de rien. Selon Miss McClaw, l'hôtesse qui fait le lien entre l'individu et nous, il est calme et poli. Il n'est pas avec nous dans le cockpit, donc vous pouvez nous parler. J'ai besoin de savoir où il était assis pour l'identifier et d'avoir sa description. Il était au siège 18C. Il s'est maintenant déplacé au 18A, près de la fenêtre. Je ne l'ai pas vu, mais rien de remarquable selon notre hôtesse. Un homme d'une quarantaine d'années, cheveux bruns, courts, des yeux bruns, pense-t-elle. En fait, après son premier contact, il a mis des lunettes de soleil, donc elle ne les a pas bien vues. Plutôt mince, m'a-t-elle dit, et environ 1m80. Il est vêtu d'un costume sombre avec une chemise, une cravate noire et une épingle à cravate avec une perle. Il a un imperméable aussi, et un chapeau. Il a indiqué quelles étaient ses intentions après l'atterrissage? Non, il veut que le plein de l'avion soit fait. Vous avez vu la bombe? Elle est dans une mallette. L'hôtesse a parlé de 8 cylindres rouges, de fil électrique, d'une sorte de pile. Très bien. Continuez à collaborer avec lui. Nous faisons le nécessaire ici pour rassembler l'argent et les parachutes. Mademoiselle, pourriez-vous m'apporter un autre bourbon? Oui, tout de suite. Voilà. Merci, tenez, voilà pour vous. $1. Attendez, je vais chercher la monnaie. Non, est inutile, gardez le tout. Mais... Non, ne vous inquiétez pas, j'insiste. Eh bien, merci. Tiens, ça a l'air d'être Tacoma là-dessous. Attendez. Oui, effectivement, nous voyons l'aéroport. Il y a un autre aéroport pas loin. La base de l'armée de l'air McCord, à 20 minutes à peu près. Commandant, votre pirate a réservé son siège sous le nom de Dan Cooper. Dan Cooper?
Comme le héros de la bande dessinée? C'est ça. De toute évidence, un faux nom. Commandant, nous avons maintenant l'argent et nous attendons les parachutes. Dites, justement, je m'interroge à propos de ces parachutes demandés par notre ami. Que peut-il en faire? Il pourra sauter en vol? C'est possible. Le 727 a une porte arrière qui est située sous la queue de l'avion et qui s'ouvre vers l'arrière et vers le bas. Exactement comme les portes des avions cargo des militaires. Elle a un escalier qu'on déploie pour faire monter ou descendre les passagers. De là, il pourrait effectivement sauter. D'autant plus que sur l'escalier, il sera en dessous du souffle des 3 réacteurs. En dessous du souffle, que voulez-vous dire? Le 727 a 3 réacteurs. Il y en a 2 sur le côté de l'avion, à l'arrière du fuselage, et un 3e logé à la base de la dérive. La porte arrière se trouve en dessous des flux d'air qui sortent des 3 réacteurs. Ils ne gêneront donc pas Dan Cooper s'il veut sauter. Plutôt risqué, non? Risqué pour lui, pas de doute. Mais l'avion peut voler avec la porte arrière ouverte. Je vois. Savez-vous pourquoi il demande des parachutes dorsaux et ventraux? Les parachutes dorsaux sont les parachutes principaux. Les parachutes ventraux sont des secours. Ils ne servent que si les principaux ne s'ouvrent pas ou se mettent en torche. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il en demande 4. Pour 2 personnes. Il va certainement faire sauter quelqu'un avec lui pour protéger sa fuite. Et ça lui garantit que les parachutes qu'on lui donnera n'ont pas été piégés. Ce salopard est un malin. À ce propos, vous en êtes où? L'individu s'impatiente pour les parachutes. Il va falloir les récupérer vite. Il devrait être là d'une minute à l'autre. La police aura effectivement toutes les peines du monde à trouver ces parachutes en cette veille de Thanksgiving. Il faudra aller chercher chez lui le directeur d'une école de parachutisme voisine et le ramener toute sirène hurlante à son école pour qu'il puisse les fournir. Dans la précipitation, cet homme va commettre une erreur. Il va donner un parachute inutilisable. L'un des 2 parachutes de secours qu'il prête est en effet destiné uniquement à des démonstrations en salle de cours, au sol. Il est cousu et ne peut pas se déployer. Si quelqu'un l'utilisait pour sauter, il s'écraserait immanquablement au sol. Ce jour-là, personne ne s'en apercevra. Prévenez l'avion qu'il va pouvoir se poser. Nous avons l'argent et les parachutes vont arriver. Northwest 305. 305, allez-y. Tout est prêt, 305. La police a rassemblé l'argent et les parachutes sont en route. Un camion vous attend pour faire le plein de l'avion et nous avons préparé les repas. Ça y est, monsieur. Les parachutes sont en route pour l'aéroport. L'argent est déjà sur place. Parfait. Dites au pilote qu'il peut se poser. Une fois au sol, je veux qu'il se gare dans une zone à l'écart du terminal et bien éclairée. Je ne veux personne autour de l'avion, sauf le camion de ravitaillement, avec une seule personne dedans, et le camion passerelle avec un seul conducteur à bord. Une 3e personne apportera l'argent et les parachutes. Elle nous passera les sacs par la porte arrière de l'avion. Elle ne montera pas à bord. C'est vous qui descendrez au pied de l'escalier pour aller les chercher. Et je ne veux aucun gyrophare autour de l'avion. D'accord. Je vais transmettre au pilote. Rappelez-vous que j'ai une bombe. Ne vous inquiétez pas. Nous allons faire ce que vous demandez. Et les passagers? Ils pourront descendre dès que j'aurai l'argent et les parachutes. Mesdames et messieurs, votre commandant de bord. Nous allons maintenant pouvoir atterrir à Seattle-Tacoma. Nous nous excusons pour ce retard. Mesdames et messieurs, votre commandant. Vous allez encore avoir besoin d'un peu de patience. Le débarquement est pour l'instant impossible. Je vous remercie pour votre coopération. Northwest 305. 305, j'écoute. Al Lee, le chef pilote de Northwest, va s'approcher de l'avion pour apporter la rançon et les parachutes. C'est OK pour vous? Nous vous envoyons aussi le camion pour le plein. C'est OK. Cooper demande qu'Al gare son véhicule à au moins 30 mètres de l'avion et qu'il apporte les sacs à pied jusqu'à la porte arrière. À pied, c'est noté. Il est là. Bien. Ouvrez la porte arrière. Vous descendrez récupérer l'argent et les parachutes. Je ne vous quitte pas de l'œil.
Vous voyez quelque chose avec vos jumelles? Oui. L'agent de Northwest s'approche de l'avion et la porte s'ouvre. Quelqu'un descend. Une hôtesse. Il lui passe les parachutes. Elle les monte dans l'avion. Il repart chercher l'argent. Ça y est. Il le donne à l'hôtesse. Il s'éloigne maintenant et elle est remontée dans l'avion. Seattle de Northwest 305. Cooper a vérifié ce que vous avez apporté. Il va libérer les passagers. Ça laisse combien de personnes à bord? En dehors de lui, 3 hôtesses, le copilote, le navigateur et moi. On essaie de négocier pour qu'il laisse descendre les filles. Bien. Tenez-nous au courant. Reçu. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre patience. Le débarquement va maintenant commencer. Il se fera par la porte avant de l'avion. C'est bon. Les passagers commencent à descendre. Seattle 305. Il nous faut quelqu'un au pied de la passerelle. Vous pouvez demander à Hal de prendre en charge les passagers. Il y en a un qui a voulu remonter dans l'avion parce qu'il avait oublié un sac. On a dû carrément le repousser dans l'escalier. Il faut les éloigner pour qu'aucun ne soit tenté de revenir vers l'avion et qu'il soit à l'abri si ça saute. C'est d'accord. Du nouveau pour les hôtesses? Oui, il en libère 2. La 3e reste à bord. Ah, le fumier. Quoi? Il a fait éteindre les lumières dans l'avion. Pourquoi? Pour qu'on ne sache pas où il est et qu'on ne puisse pas le descendre. Le descendre? Vous en aviez l'intention? Vous ne pensez tout de même pas qu'on va laisser cette ordure s'en tirer comme ça si on en a l'occasion? Surtout qu'il risque de faire exploser l'avion en vol une fois qu'il aura sauté. Vous croyez vraiment qu'il va le faire? Apparemment, il n'a pas l'air d'un excité. Il a même demandé des repas pour l'équipage. On peut tout attendre de ce genre d'individu. Ça lui permettra de faire disparaître ses traces. On vient de recevoir un message du psychiatre en chef de l'aviation civile qui craint ce scénario. Je préviens le pilote? Non. Inutile de l'inquiéter avec ça pour l'instant. Dites-lui qu'un représentant de la FAA voudrait parler aux pirates dans l'avion. Notre invité aujourd'hui, c'est Michel Polacco. Son nom doit vous dire quelque chose. Je m'adresse aux auditeurs de France Inter, oui, qui vous connaissent. Michel Polacco, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes, entre autres, ici, mais surtout, le spécialiste des questions aéronautiques et de défense, hein, également. Absolument, oui. Alors, cette histoire de Dan Cooper, elle est fascinante parce que ce qu'il a réussi est absolument incroyable. Quel regard vous portez, vous, le spécialiste et l'amoureux de l'avion, et de tout ce qui vole d'ailleurs, hein, vous aimez tout ce qui vole, vous, l'hélicoptère aussi, mais enfin bon, quel regard vous portez sur cette histoire-là? Alors, cette histoire-là, c'est l'histoire d'un pirate de l'air qui, dans une affaire criminelle, décide d'obtenir une rançon, qui détourne un avion et qui dit au personnel de bord, je m'appelle Dan Cooper. Mais évidemment, ça n'est pas Dan Cooper, puisque Dan Cooper est le héros d'une des plus célèbres bandes dessinées. Donc Dan Cooper, c'est un personnage de bande dessinée absolument formidable, un pilote des forces canadiennes, qui pilote notamment le Triangle Bleu, qui est cet avion absolument dingue, supersonique, qui peut monter jusque dans l'espace et qui peut aussi pénétrer sous l'eau et se déplacer sous l'eau. Vous voyez, c'est un avion merveilleux, qui fait tout, et qui a évidemment des adversaires comme Sanders, etc., qui sont des personnages absolument diaboliques. Et donc, Dan Cooper est un personnage clé, et évidemment, ce terroriste, enfin ce pirate de l'air, qui a réussi à gagner quelques centaines de milliers de dollars, s'est fait passer pour Dan Cooper. C'était un clin d'œil un peu de truand humoriste. Mais alors, moi, ce qui m'a étonné en écoutant, en réécoutant le récit et la fiction, la reconstitution, il est précisé, ça interpelle, qu'en 1971, il n'y a pas de contrôle dans les aéroports de bagages où c'est léger, alors qu'il y a déjà eu des détournements. Mais il n'y a rien. C'était le bonheur de prendre l'avion. Et hélas, grâce à mon âge, je peux presque dire, je peux vous en parler. Moi, j'ai commencé à prendre l'avion dans les années 60, quand j'étais tout enfant. À l'époque, quand on montait dans un avion, on savait pas ce que c'était que la police si par hasard on ne passait pas de frontière. Et quand on passait une frontière, c'était vraiment des formalités de police qui concernaient exclusivement votre identité ou les douanes pour être sûr que vous passiez pas des trafics. Mais vous savez, l'histoire du détournement d'avion, ça commence avec les héros
qui fuyaient les pays communistes à l'époque du rideau de fer et qui donc fuyaient les pays de l'Est. Et lorsqu'ils arrivaient avec le DC-3, l'appareil russe Antonov, etc., qu'ils avaient réussi à détourner, qui se posaient dans le monde libre, on les considérait comme des héros. Ça, c'est à partir du rideau de fer des années 50. Ensuite, en 56, le détournement le plus connu de l'époque, c'est les forces aériennes françaises qui détournent l'avion de Ben Bella, qui était le patron du FLN, bien sûr, lors de la rébellion en Algérie, enfin la guerre d'Algérie ou la rébellion en Algérie. Et cet avion marocain est détourné par les forces françaises et Ben Bella est fait prisonnier. Il va rester en prison jusqu'en 1962, c'est-à-dire à peu près jusqu'aux accords d'Évian. Et il y avait tout le staff du FLN qui était à bord de cet avion. Et là, c'est un détournement d'État. Et puis ensuite, vous avez au début des années 60 les détournements terroristes qui vont commencer avec un rythme qui s'accélère terriblement à partir de 1970. On arrive à 40-50 détournements d'avions par an. Des détournements qui se terminent parfois assez mal, avec des terroristes qui ont des exigences exclusivement politiques. Beaucoup d'ailleurs sont des terroristes du FPLP, de mouvements comme ça, de mouvements séparatistes, etc. Et les forces de police s'organisent, les États s'organisent. Et petit à petit, toutes ces opérations de détournement échouent. Et on peut dire que quand on arrive au début des années 2000, les détournements d'avions sont devenus extrêmement rares, essentiellement des affaires de gens qui sont plutôt des déséquilibrés que des affaires politiques, car les politiques ont compris que le détournement d'avion n'est plus une affaire rentable, sauf que il va y avoir l'invention de l'avion missile. Alors ça, on en reparlera un peu plus tard dans l'émission. Encore une fois, le regard du spécialiste de l'aéronautique et des histoires d'aviation sur le détournement de l'Airbus Alger-Paris, qui était l'objet de notre première émission. Que j'ai entendu. Quelle place tient cet événement dans l'histoire de l'aéronautique et des détournements? Alors, la place, et je dirais hélas un peu banal dans la mesure où depuis le début des années 70, des opérations comme ça, on en a connu beaucoup. Et je vous rappelle d'ailleurs l'affaire de Septembre Noir en septembre 1970, où 4 avions ont été détournés par le FPLP, 3 ont été détruits dans le désert jordanien, mais les passagers ont été épargnés. Et à partir de là, on en a 40-50 par an. Et l'avion Paris-Alger, c'est un peu dans la même catégorie. Sauf qu'on est à une époque où les forces de police, les forces armées, les systèmes de renseignement sont très au point et ce détournement va échouer parce que l'attaque de l'avion va mettre fin à la vie des terroristes et va permettre de libérer tous les otages. Et le fait marquant peut-être dans cette affaire, c'est que grâce aux services de renseignement, on a compris que si cet avion vient jusqu'à Paris, avec les terroristes, il est probable qu'il va servir de bombe ou de missile pour détruire une partie de la ville. Et ça, c'est un signe précurseur, si je puis dire, à quelque chose d'autre. Bien sûr, dont nous reparlerons tout à l'heure. Ne disparaissez pas des écrans radars. Michel Polaco vous retrouve dans quelques minutes. Transpondeur sur on. S'écrabouiller à Kinshasa ou à Mers el-Kébir, empoisonné par un plateau repas. Lequel des deux sera le pire? L'hôtesse de l'air a l'air crispée. Moi je serre mon cartable, la ceinture bien serrée, sur mon siège éjectable. L'avion s'écrase et je transpire. Comme dans une nuit d'amour avec une femme fatale. D'abord on se sent lourd, et puis on se sent mal. Mais qui va donc trouver mon corps démantelé, mon passeport, mon permis, dans mon sac à vomi? Mais qui va monter en premier dans les canots de sauvetage, enfiler les gilets ou partir à la nage? Pilote, vas-tu sortir tes joyeux toboggans? Pour les enfants, l'avion s'écrase et je transpire.
étrangement calme. Et je ne perçois qu'un silencieux vacarme. Le petit écran du siège de devant reste muet et gris. Je vois ma tête dedans, alors je me souris. Tous les coffres à bagages sont ouverts et remplis. On dirait un naufrage de portière le Ferrari. Moi j'ai dû m'endormir, le jet lag a frappé. On n'a pas décollé. Northwest 305, un représentant de l'aviation civile voudrait monter à bord pour discuter avec le pirate. Ok, je transmets. Je peux parler au pilote avec ce combiné? Oui. Commandant, vous m'entendez? Oui, Personne ne monte à bord, c'est bien compris? c'est bien compris, je vais leur dire. Parfait. Voici mes instructions pour la suite. Nous allons redécoller au sud-est pour Mexico. Vous volerez au maximum à 10 000 pieds, avec le train d'atterrissage sorti, et les volets à 15 degrés pendant tout le vol. Je vous préviens que j'ai un altimètre au poignet et que je contrôlerai l'altitude en permanence. Et la cabine devra rester dépressurisée. Mexico. Avec la traînée supplémentaire due aux roues et aux volets, nous ne pourrons pas faire le vol en une fois. L'autonomie de l'appareil ne le permet pas. Il faudra se poser quelque part pour refaire les plats. Combien de fois? Une fois, sans doute. Une fois. Alors posez-vous à Phoenix, dans l'Arizona. C'est possible d'atteindre Phoenix, monsieur, mais je dois vous dire que c'est vraiment à la limite de notre autonomie dans cette configuration de vol. Il vaudrait mieux nous poser à Reno, dans le Nevada. On aurait plus de marge de sécurité. Reno? Bon, d'accord. D'autre part, à cette altitude, nous ne pourrons pas utiliser la route directe. Il y a des sommets dans Cascade Range qui dépassent 14 000 pieds. Le mont Rainier et le mont Saint-Helens, par exemple. Nous pouvons en revanche utiliser une voie aérienne qui va vers le sud et qui les évite. C'est d'accord. Vous ne dépasserez pas la vitesse de 100 nœuds. Dernier point, vous décollerez avec la porte arrière ouverte. Ah, ça c'est impossible, monsieur. C'est beaucoup trop dangereux. Nous devons fermer la porte de décollage. Elle risque de gêner la rotation de l'avion. D'accord. Alors nous partirons avec la porte fermée. Autre chose? Non, c'est tout pour l'instant. Bien. J'informe le contrôle. Mademoiselle, montrez-moi le levier qui ouvre la porte arrière. Le voilà. Il suffit de tirer dessus comme ça. Mais je ne pense pas que la porte puisse s'ouvrir en vol. Vous vous trompez. Elle s'ouvre sous l'effet de son propre poids. Elle s'ouvrira en vol. Tenez, voici la fiche établie par Boeing pour l'ouverture de la porte et l'extension de l'escalier. C'est bon, nous avons vérifié, il a bien libéré les 2 hôtesses et tous les passagers. Incroyable, la plupart d'entre eux ne se sont rendus compte de rien avant de descendre de l'avion. Dites-moi, vous savez pourquoi il veut voler avec les volets et le train sorti? Pour empêcher l'avion de voler trop vite. Avec le train et les volets sortis, le pilote ne peut pas dépasser une certaine vitesse sans tout arracher. Et si Cooper veut sauter, il vaut mieux que l'avion vole lentement. Là, il a une bonne marge. Le 727 peut voler à moins de 100 nœuds sans décrocher. Il n'y a pas beaucoup d'avions de ligne qui en sont capables. Il le sait sûrement. Un para expérimenté peut encore sauter à 150 nœuds. Ce salaud en sait décidément beaucoup sur cet avion. Il n'a pas choisi ce vol par hasard. Il va sauter en l'air, c'est sûr. C'est pour ça qu'il voulait un 727. La porte qui s'ouvre vers l'arrière, sous les réacteurs, l'avion qui peut voler aussi lentement. C'est sûrement un ancien pro. On va faire suivre l'avion par 2 F-106. L'avion va suivre la route aérienne V23. Et 10 000 pieds, pourquoi pas plus haut? Ça fait environ 3000 mètres. À cette altitude, l'air est encore respirable, sans bouteille d'oxygène. Plus haut, d'une part, le saut serait plus long, il ferait plus froid, et le manque d'oxygène pourrait le mettre en danger. Mademoiselle? Que se passe-t-il? Pourquoi le plein n'est-il pas terminé? Je ne sais pas. Je vais poser la question au pilote. Ne me racontez pas d'histoire, hein. Je sais que le 727 peut avaler 4000 gallons de kérosène par minute. Ça devrait déjà être fini.
Seattle 305. Oui, 305. Monsieur Cooper se montre nerveux. Il sait que le plein d'un 727 peut être fait en moins d'un quart d'heure. Et il ne comprend pas pourquoi ça dure si longtemps. On a un problème avec le camion, une bulle de vapeur de kérosène qui ralentit le plein. Prévenez-le qu'on envoie un autre camion pour remplacer celui-ci. Je préviens. Prévoyez-en un autre tout de suite, au cas où. Northwest 305, nous avons encore un problème. Le camion qui vous ravitaille vient de tomber à sec. Nous allons vous envoyer le 3e. C'est pas vrai. Vous savez que j'ai un gars derrière avec une bombe? Il va pas aimer ça. Je sais, monsieur. Mais c'est la seule chose que je puisse faire pour compléter votre plein. Dans l'urgence, le camion qui est parti tout à l'heure avait sa cuve presque vide. Prévenez Cooper. Ce n'est pas un piège. La police ne tentera rien contre lui. S'il tente quelque chose, je fais tout sauter, c'est bien clair? Oui. Restez calme, je vous en supplie. Nous avons reçu la garantie que ce n'est pas une manœuvre contre vous. Le plein sera bientôt complet. Northwest 305, l'opération de ravitaillement est terminée. Plus d'1 heure de retard. J'informe Cooper. Je pense qu'on va bientôt décoller. Reçu. Vous aurez priorité au décollage. C'est confirmé, Seattle. On repart tout de suite. Je demande le roulage. Bien, 305. Roulez pour la 16 gauche. Vous aurez du monde avec vous tout le long de la route. Dans la mesure du possible, lorsqu'il sautera, affichez 77 au transpondeur pendant 30 secondes et faites clignoter vos phares. Merci pour l'escorte. J'essaierai de transponder 77 quand il sautera. Et ça vaut aussi pour nous tous ici. On est avec vous. Bonne chance, 305. Mademoiselle, Oui. je vous remercie pour votre coopération. Maintenant, je vous demande d'aller dans le cockpit. Laissez la lumière éteinte ici. Tirez le rideau de la première classe et refermez la porte du cockpit. Personne ne doit en sortir sans mon autorisation. Absolument personne. Vous m'avez bien compris? Oui, j'ai compris. J'y vais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il nous interdit de sortir du cockpit. Quand je l'ai quitté, il attachait quelque chose autour de sa poitrine. Sans doute les billets. Bon, on va attendre. On est à 10 000 pieds comme il l'a demandé. Et on vole à 170 nœuds. 170 ? Il n'avait pas demandé 150 au maximum ? Ça ne fait pas une grosse différence. Mais à cette altitude et dans cette configuration, c'est la vitesse à laquelle nous pouvons parcourir la plus grande distance. Je ne voudrais pas devoir me poser avant Reno. Ça y est, il ouvre la porte arrière. Il va vraiment sauter? Je n'arrive pas à y croire. Mais il fait nuit maintenant. Oui, et il pleut, sans compter le froid, moins 7 degrés dehors. Avec le vent, ça doit être glacial. En plus, il y a des nuages en dessous de nous. Il va se tuer ? J'en sais rien. Il est complètement fou. Ou alors c'est vraiment un expert. En tout cas, je suis soulagé qu'il n'ait pas forcé quelqu'un à l'accompagner. Il s'est bien comporté avec nous. Jamais cruel ni vulgaire. Je vais l'appeler à l'intercom. Monsieur, y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire pour vous? Non. Vous avez senti cette secousse? Oui. Il a peut-être sauté. Je vais noter l'heure et l'endroit. Il est 20h10 et on est près de la rivière Lewis, à 25 miles au nord de Portland. Vous voulez que j'aille voir à l'arrière? Pas question. On fait comme il a dit. Personne ne sort du cockpit et on continue sur Reno. On va pouvoir se poser avec la porte ouverte? Oui, ça va frotter un peu, mais ça va aller. Pas sûr en revanche qu'on puisse ensuite la refermer pour repartir. C'est bon. On coupe les moteurs. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais essayer de l'appeler par l'intercom. Monsieur Cooper? Monsieur Cooper? Il répond pas. Non. Il a dû sauter en vol. Tu vas voir? Monsieur Cooper?
Monsieur Cooper! Personne. Il n'est plus là. Bien. Je préviens la tour. Portland, Northwest 305. Le pirate n'est plus dans l'avion. Fin du détournement. Effectivement, l'avion était vide. Ce saut inouï a donné naissance à une véritable légende aux États-Unis. Chez beaucoup d'Américains, Dan Cooper a suscité sympathie et indulgence. Poli, d'une audace incroyable, n'ayant fait aucune victime, il était célébré comme un Robin des Bois moderne dans un film. Des chansons, des livres, suscitant la colère du FBI. En sautant dans le noir, il déclenchait la plus vaste et la plus longue chasse à l'homme jamais organisée aux États-Unis. Elle conduira à des milliers d'interrogatoires et d'auditions. Plus de 800 suspects feront l'objet d'enquêtes de la part du FBI. Mais cette chasse à l'homme n'a jamais abouti. Dans la nuit, volant bien plus vite que le Boeing et obligé de rester à distance, les 2 F-106 qui l'accompagnaient n'ont pas vu l'homme sauter. Un troisième avion dérouté pour suivre le 727 a dû se poser rapidement, à court de carburant. Dans le Boeing, la mallette avait disparu, tout comme la note qu'il avait passée à l'hôtesse. Disparu aussi son chapeau et son impair et une paire de parachutes. Il en restait 2 dans l'avion. Il en avait découpé un pour prélever les suspentes, les longs fils de nylon. Il s'en est servi pour attacher autour de son torse la rançon. Il a aussi laissé derrière lui quelques mégots de cigarettes, sa cravate et son épingle avec la perle. Les enquêteurs ont relevé de nombreuses empreintes dans l'avion, mais elles n'ont jamais permis de retrouver ni même d'identifier Dan Cooper. Rapidement, on s'est aperçu que Dan Cooper avait sauté avec le parachute de secours inutilisable. Au sol, les recherches n'ont commencé que le lendemain, en raison de la météo. Des centaines de policiers, de soldats vont fouiller la zone où Cooper est censé avoir sauté. Des avions et des hélicoptères vont la survoler, y compris le célèbre avion espion SR-71, mais on ne trouvera rien. Près de 35 ans plus tard, l'enquête n'est toujours pas close. Plusieurs personnes ont prétendu être Dan Cooper, ou ont été dénoncées par des proches comme étant Dan Cooper après leur mort. Aucune de ces pistes n'a convaincu le FBI. Même l'utilisation de nouvelles techniques de police scientifique n'a pas permis de faire avancer les investigations. L'analyse de traces ADN relevées sur l'épingle de cravate a simplement permis d'éliminer 1 ou 2 personnes de la liste des suspects. Selon l'agence fédérale, aucun des billets de la rançon n'a été dépensé et Dan Cooper est certainement mort en sautant de l'avion. Mais son corps n'a jamais été retrouvé, ni les parachutes, ni aucune trace, ni aucun indice. Les billets ont été trouvés en amont d'endroits où Cooper est censé avoir sauté. Pire, les analyses ont montré qu'ils avaient été mis dans la rivière près de 3 ans après le saut. Faut-il croire le FBI qui prétend que la rançon n'a jamais été dépensée ? La mort de Dan Cooper excuserait et expliquerait qu'il ne l'ait jamais retrouvé. Il faut noter que dès le début, le FBI a donné de Cooper une image très négative, le décrivant comme vulgaire, obscène dans ses paroles et ses actes, alors que les hôtesses qui ont eu affaire à lui dans l'avion, au contraire, l'ont toujours décrit comme calme et poli. C'est le seul cas de piraterie aérienne qui n'a jamais été résolu aux États-Unis. Alors, Dan Cooper a-t-il survécu à son saut et profité de son argent ? Est-il mort lors du saut ? Le mystère reste entier. L'éruption du mont Saint-Helens en 1980, qui a recouvert toute la région d'un épais tapis de cendres, a peut-être détruit à jamais les dernières chances de savoir un jour ce qui s'est vraiment passé lorsque Dan Cooper a touché le sol. S'il vit encore, il a aujourd'hui plus de 80 ans. Et il a bien dû s'amuser de ce mystère qui l'entoure toujours. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Et nous retrouvons notre invité Michel Polaco, spécialiste des questions aéronautiques sur Radio France. Michel Polaco, juste quand même revenir sur cette aventure de Dan Cooper, qui est quand même fascinante. Bon, il a sauté, oui, on l'a jamais retrouvé, on ne sait même pas s'il est mort. Eh ben oui, parce que c'était bien monté son histoire. Qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait obtenir de l'argent
Donc avec l'avion, il est allé à un endroit où l'avion s'est posé, on lui a remis l'argent, ensuite il est reparti avec l'avion, et comme il avait la maîtrise de l'avion et qu'il n'avait pas peur de sauter en parachute et qu'il a fait embarquer de parachute, et ben après, voilà, il a essayé de trouver une zone où il était à peu près sûr qu'on ne l'attendrait pas, que donc ça lui laisserait de la profondeur stratégique, si je puis dire, pour pouvoir s'éloigner de toute force de police ou toute personne le recherchant. Puis à l'époque, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, des satellites, des radars, etc., etc. Ça serait pas possible aujourd'hui, ça, cette Ce affaire-là. serait beaucoup plus difficile. Ce serait beaucoup plus difficile. Mais ce serait encore possible. Mais ce serait beaucoup plus difficile. Bon, alors, on en parle avec un sourire parce que là, il y a pas de mort. Hein. Bon, mais l'avion, qui est un progrès technologique fabuleux, peut aussi devenir une arme de destruction massive. C'est l'avion missile. C'est bien sûr septembre 2001, le 11 septembre 2001. C'est presque un anniversaire d'ailleurs. Hein. Oui, 13 ans. 13 ans. Nous sommes au mois de septembre, effectivement. L'avion missile, j'ai envie de vous poser la question de façon peut-être un peu provocatrice, mais enfin bon, est-ce qu'il a de l'avenir, en espérant que la réponse soit non? Alors l'avion missile pourrait avoir de l'avenir si, je dirais, des mesures de sécurité et de sûreté, ça s'appelle, très importantes, n'avaient pas été prises. Mais il faut reconnaître que le concept de Ben Laden et de ses conseillers est tristement bon. Car un avion, ce sont des dizaines de tonnes de kérosène, c'est-à-dire d'explosifs quelque part. Vous cherchez dans les missiles qui existent. Hein. Vous avez des missiles qui ont des charges de 500 kilos, 700 kilos, 1 tonne, les plus gros. Hein. Là, vous avez un avion, c'est une charge explosive de 30 tonnes, 40 tonnes, 50 tonnes. Donc ils ont pensé à ça. Ensuite, le détournement en lui-même aux États-Unis, pays qui était tellement, je dirais, sûr de sa tranquillité et de sa quiétude interne, était relativement simple. Ils se sont donné un mal fou parce qu'ils ont vraiment fait des efforts pendant 2 ans pour fabriquer des gens qui avaient une véritable compétence de pilote, etc., pour faire ce détournement. Et puis, troisième élément, avoir des gens qui sont prêts à mourir. Alors, on n'était pas tout à fait dans ce concept-là dans les années 70, au début des détournements. Les pirates de l'air se rendaient après avoir obtenu satisfaction ou un semblant de satisfaction, ou quand ils étaient trop fatigués, etc. Alors que là ils cherchent la mort glorieuse. Voilà, là, si vous voulez, on a affaire à des gens qui sont des fanatiques, qui sont très calmement capables de se former pendant 2 ans, pendant 3 ans, à une opération bien spécifique, ne pas changer d'avis, ne pas avoir peur, ne pas être attiré par le plaisir de la vie, parce qu'il faut bien voir que tous ces gars, les 19 terroristes du 11 septembre, ont vécu pendant 2 ans aux États-Unis, ont été dans des boîtes de nuit, ont rencontré des filles, ont eu une vie formidable. Et cette vie formidable ne les a pas détournés de leur objectif principal qui était, oui, nous allons mourir pour cette mission que nous nous sommes fixés. Ça veut dire que ce risque-là, il existe encore. Ce risque-là existe encore. Dans l'islamisme radical. Pas seulement l'islamisme, pas seulement, mais notamment, voilà, il existe encore. Bon, est-ce qu'il y a des changements dans la navigation? Est-ce que maintenant un avion ne peut plus s'approcher autant d'une ville qu'avant? Enfin, je ne sais pas, moi je suis pas du tout un spécialiste. Hein. Alors, mais pour par les rapport avions de ligne, à ce danger-là. Alors, pour les avions de ligne, il n'y a pas de changement véritable dans la navigation. En revanche, ils sont véritablement très surveillés. Par exemple, je prends le cas, on va prendre les États-Unis avec le NORAD, ou la France avec le Centre national des opérations aériennes de Lyon-Montverdun. Tout aéronef qui pénètre dans le ciel français est suivi du départ à l'arrivée et de l'arrivée au départ. On sait exactement l'identifier. S'il n'est pas identifié, immédiatement, il y a une question qui est posée à l'ensemble des opérateurs du transport aérien et du ciel. Et il y a des permanences opérationnelles militaires. Il y a 12 avions en France sur 4 bases qui sont prêts à décoller et qui décollent. J'y ai assisté, qui décollent dans les 5 à 7 minutes suivant l'ordre et qui vont intercepter cet avion, qui ont le droit de voler, même si c'est nécessaire, à vitesse supersonique sur le territoire, alors que sinon ça n'est pas autorisé, et qui vont aller l'identifier. Dans 95% des cas, c'est un problème de liaison, etc. Dans certains cas, parfois, c'est un avion qui peut avoir de mauvaises intentions. Donc toute la procédure de sûreté, Michel, si j'ai bien compris, elle est essentiellement au sol. Ça, c'est la prévention, mais au cas où, la chasse est prête à décoller, la chasse décolle. Rien qu'en France, sur des cas potentiels, il y a plus de 300 décollages par an, mais la question fondamentale qui se pose, c'est est-ce que on osera tirer sur un avion qui est un avion type 11 septembre, dirigé par des terroristes avec des passagers? Est-ce qu'on osera le faire? La réponse, c'est officiellement oui. Mais maintenant, moi, je ne sais pas si vous dire ce que fera le pilote et ce que fera le gouvernement, car c'est le gouvernement, l'officier, la haute autorité de défense qui prend la décision. Quelle décision. Merci Michel Polaco, en tout cas, de nous avoir apporté vos lumières aéronautiques. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Le chanteur Daniel Balavoine et Thierry Sabine ont trouvé la mort sur le rallye Paris-Dakar. Madame, monsieur.
monsieur Bonsoir. La France est sous le choc. Apprend la mort du chanteur. Le site Balamed va vous faire revivre ce tragique événement. L'année dernière en y participant. Tout à fait. C'est exactement ce que dit Daniel. C'était un besoin Le problème des drogues, de la façon dont on traite les ministres français, on s'en fout. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la jeunesse en France. Il n'y en a jamais eu, c'est tous des vieux. Regardez Stéphane Mitterrand est un homme que j'aime beaucoup. J'ai pas honte de le dire, c'est comme ça. L'espoir de voir enfin un jour Peter Gabriel et moi, on emmerde les contrôles d'identité. Savoir sur Daniel Balavoine. Balamed. de cette façon-là, ça a été la preuve que tout ce qu'il disait, c'était quelque chose de...